Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. L'idée d'une deuxième république ne date pas de 1848. Elle est déjà diffusée dans les esprits en 1830 lors des Trois Glorieuses. Mais cette fois-ci, en 1848, après une tentative de monarchie constitutionnelle avec un roi des Français, cette idée s'impose et entre à l'ordre du jour. C'est le sujet de notre atelier aujourd'hui. Nous allons parler de la Deuxième République, qui dure de 1848, en février 1848, jusqu'en décembre 1851. Nous allons voir, dans le cadre de cette histoire, comment cette Deuxième République entre en vigueur avec l'esprit d'une république sociale et libre. Deuxièmement, nous allons voir pourquoi elle a dérapé vers le conservatisme et vers une certaine paralysie. Et troisièmement, nous allons voir dans quel contexte un nouveau coup d'État politique va y mettre un terme. Alors, le peuple français rêve d'une république démocratique et surtout sociale. Avec la révolution industrielle, on le verra bientôt dans quelques ateliers, une nouvelle classe se développe, la classe ouvrière. Et cette classe ouvrière demande beaucoup plus d'égalité, plus de droits, notamment le droit au travail, et donc aussi un accès au droit de vote. Il s'agit de réformes politiques et sociales liées justement à la crise économique qui règne. Mais ces réformes politiques et économiques sont refusées par le gouvernement de François Guizot, fermement défendu par Louis-Philippe Ier. En réponse à cela, des banquets dits républicains apparaissent un peu partout dans le pays. Et le 22 février, les nombreux banquets républicains qui ont eu lieu sont réprimés et interdits par la garde royale. Cela provoque une insurrection générale et des barricades sont dressées dans tout Paris. Sous la pression, le 24 février, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Louis-Philippe Ier est contraint d'abdiquer et de partir en exil en Angleterre, où il finira ses jours 2 ans plus tard. Suite à l'abdication de Louis-Philippe, malgré quelques tentatives de personnes plus modérées issues des classes plutôt bourgeoises, la République est proclamée dans la liesse populaire, qui est symbolisée par la plantation d'un arbre de la liberté. Tout un symbole. L'arbre de la liberté, c'est l'un des symboles défendus au début de la Révolution de 1789. Et donc, dès le moment où la République est proclamée, un gouvernement provisoire est instauré afin de pouvoir rédiger une nouvelle constitution. Parmi les membres de ce gouvernement provisoire de la République française, on retrouve Antoine de Lamartine, le maître Ledru-Rollin et Louis Blanc. Et tout de suite, de grandes réformes politiques et sociales ont eu lieu. Le suffrage universel masculin est instauré, ce qui fait que tous les citoyens français masculins de 21 ans minimum ont le droit de vote. On a également le droit du travail et une réforme importante de l'organisation du travail et donc une réduction du temps de travail hebdomadaire. Et on a l'abolition de la peine de mort pour des raisons politiques. Ce qui fait que, contrairement à ce qui se faisait sous la Terreur, toute personne pouvant être suspectée d'opposition au régime ne peuvent plus
être exécutés pour des raisons politiques. Ce sont uniquement des crimes de droit commun. Et on a également l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies. Et l'instauration du suffrage universel masculin se concrétise par des élections au cours de l'été 1848. C'est à cette époque qu'est élu le premier parlement élu au suffrage universel depuis la Révolution. Dans ce cadre, sont élus des députés républicains du lendemain, c'est-à-dire en réalité des monarchistes. D'abord, une petite correction avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas en juillet qu'est élue la première assemblée au suffrage universel direct, mais en avril 1848. Mais au mois de juin 1848, un tournant a lieu qui met fin aux espoirs originels des révolutionnaires de février. En effet, les journées de juin qui sont menées par des révolutionnaires radicaux qui veulent l'accélération des réformes sociales et politiques. Mais cette mouvance est écrasée par un certain général Cavaignac. Dans les mois qui suivent, le général Cavaignac prend la tête du gouvernement au détriment de Lamartine, de Ledru-Rollin et de Louis Blanc. L'Assemblée constituante, donc élue en avril, adopte une nouvelle constitution en novembre. C'est à ce moment-là que concrètement, la Deuxième République est établie au niveau des institutions. La souveraineté populaire est reconnue, mais le droit du travail, non. Première déception. Et on instaure un régime dit présidentiel. Présidentiel dans le sens où les pouvoirs sont strictement séparés, sur le modèle de la Constitution américaine, où les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont strictement indépendants. Petite différence, on a un parlement avec une seule chambre. Parlement monocaméral, on dit. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans, comme aux États-Unis, mais pour un seul mandat. Et cette assemblée qui compose le Parlement est appelée Assemblée législative et non Assemblée nationale, comme ce fut le cas sous la Révolution. Et là, dans ce contexte, ces fameux républicains du lendemain, qui apparaissent déjà dans l'Assemblée constituante d'avril 1848, commencent à faire entendre leur voix. Ces monarchistes sont composés d'orléanistes, c'est-à-dire des personnes qui sont restées fidèles à la monarchie des Orléans, et les légitimistes, restés fidèles au comte de Chambord, le petit-fils de Charles X, parmi lesquels on peut retrouver un certain Victor Hugo. Et on a commencé à organiser les élections au niveau chronologique, au niveau calendaire, en plaçant l'élection du président de la République en premier. On a bien sûr
Lamartine, le général Cavaignac, mais, mais celui qui est désigné par les républicains du lendemain, c'est-à-dire le parti de l'ordre, les monarchistes, désigne quelqu'un qu'il sous-estime considérablement de par son caractère réservé et donc perçu comme insignifiant. Un certain Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur Napoléon Ier, qui a passé le plus clair de son temps en exil en Suisse. De par son nom, de par le nom qu'il porte et de par le souvenir de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République le 10 décembre 1848 avec plus de 70% des suffrages exprimés. La part la plus importante étant issue des habitants des campagnes. N'oublions pas qu'à cette époque-là, les 3/4 de la population vivaient encore à la campagne. Et c'est le tout premier président de la République française de toute l'histoire. En mai suivant, l'Assemblée législative élue est composée majoritairement de royalistes. Donc, de fait, la Deuxième République est menacée. Et cette assemblée exploite la fameuse peur des Rouges. Les Rouges, c'est en fait les personnes Donc, cette opposition s'illustre notamment par la volonté du président de la République. Celui-ci prévoit des projets sociaux et cette fameuse réforme constitutionnelle du renouvellement du mandat présidentiel. Ces projets sociaux s'inspirent de l'expérience de Louis-Napoléon Bonaparte quand celui-ci était à Londres. Projet de réforme sociale pour le corps ouvrier et pour un certain ordre social plus égalitaire. Ce qui fait que Louis-Napoléon Bonaparte est plus social et un peu plus libéral que n'a été son illustre oncle. Mais
tout ceci a été rejeté. Ce qui encourage le président à se déplacer un peu partout en France pour faire connaître ses positions et se faire connaître concrètement du peuple français et de préparer un coup de force, un coup d'État politique. Je vous rappelle quand même que Louis-Napoléon Bonaparte descend d'un général d'infanterie qui est arrivé au pouvoir en ayant effectué un coup d'État militaire, qui est en fait une déviation d'un coup d'État politique voulu par Sieyès. Donc, pour éviter de se retrouver dans la même situation que Sieyès face à Napoléon Bonaparte, le président Bonaparte organise son coup d'État avec minutie, avec quelques proches, dont son demi-frère. Le secret et la discrétion. Tout ce qu'il faut pour établir un coup d'État politique efficace. Et il ne choisit pas n'importe quelle date. Il choisit le 2 décembre 1851 pour lancer son coup d'État. 2 décembre, date anniversaire du sacre de Napoléon Ier et aussi l'anniversaire de la victoire d'Austerlitz. En ayant rédigé sa déclaration pour le public, dans la nuit du 1er au 2 décembre, il fait placarder sa déclaration et ses